d'être connectés à ce webinaire dont le thème est Horizon Europe et notamment les calls sur la partie matériaux, mise en œuvre, R&D et Industrie 4.0. Alors, je remercie par avance les intervenants qui se prêtent au jeu de ce webinaire. Donc, on aura d'abord une petite partie, je vais vous faire une rapide introduction de cette session. Ensuite, Mathieu Sareva, qui est le représentant de l'Interpol, dont fait partie d'Eforcar à Bruxelles, vous présentera le partenariat Made in Europe. Ensuite, Mathilde Bruyère du PCN, donc le point de contact national pour la partie industrie, nous présentera les calls que nous avons sélectionnés. Et pour finir, Morgane et Claire nous parleront d'Indigo, donc un projet européen qui est en cours pour vous illustrer ce qui est possible dans le cadre de ces calls. Alors, ce webinaire, c'est un premier webinaire sur Horizon Europe en 2022. Il y en aura d'autres sur d'autres thèmes. On organise ces webinaires d'une part pour vous informer, mais uniquement sur les calls qui retiennent notre attention par rapport à leur pertinence pour les membres d'IDEFORCAR. Donc, pour certains d'entre vous qui pourraient être familiers avec les calls Europe, on fait une sélection de ce qui est vraiment pertinent en termes de sujet et en termes de portée d'études pour les membres. Et donc, le webinaire a deux objectifs, vous offrir de l'information sur ces calls, donc de l'information triée, et d'autre part, créer initier des émergences de projets pour qu'il puisse y avoir des projets collaboratifs, notamment entre les membres IDEFORCAR. Donc pour cela, on va vous proposer de participer à un petit questionnaire en fin de session. Donc c'est quelques questions, de mémoire il y en a 4 à répondre par oui ou non. L'idée étant pour nous de savoir qui souhaiterait être recontacté pour travailler notamment plus particulièrement sur ces sujets. Donc on vous en reparlera tout à l'heure, mais on vous remercie d'y répondre. Alors, l'objectif du webinaire, c'est aussi d'être un maximum interactif. Donc, n'hésitez pas à utiliser la partie questions pour pouvoir justement poser vos questions. Et au fur et à mesure du déroulement, je me ferai fort de les poser aux intervenants et pour qu'on y réponde ou au fur et à mesure ou en fin d'intervention de l'intervenant. Voilà. Alors, je voudrais juste profiter de cette petite introduction pour rapidement vous rappeler que le rôle du pôle, c'est vraiment d'intervenir à toutes les étapes du projet, donc de la clarification de l'idée jusqu'à la réalisation et son évaluation, notamment en travaillant avec vous sur l'analyse de votre idée et vous appuyer pour préciser votre projet. Ensuite, vous aider à rechercher des partenaires pour monter des consortiums, notamment dans le cas des projets européens, mais aussi dans le cas des projets innovants franco-français, si je puis dire. Vous appuyer au moment de la recherche du guichet de financement et travailler avec vous sur des rebonds aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est éventuellement sur un de vos projets d'attaquer, entre guillemets, plusieurs guichets en même temps. On peut aussi être en appui pour relire votre dossier, donc par les collaborateurs IDEFORCAR, mais aussi par des experts métiers et par des évaluateurs qui, bien sûr, n'évalueront pas in fine votre dossier, mais ce sont des choses qu'on vous propose en tant que membre d'IDEFORCAR. Pour le dépôt du projet, on peut vous accompagner notamment sur les projets européens avec des lettres de soutien qui seraient issues d'un passage en labellisation chez nous. Et on peut aussi être en appui pour la communication et la dissémination sur votre projet, comme par exemple on le fait quelque part aujourd'hui en proposant à l'Université de Rennes de parler de son projet Indigo. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées qui sont disponibles sur le site web et qui étaient disponibles sur la petite présentation au départ, donc à nous joindre pour toute question. C'est vraiment notre rôle, nous sommes à votre service. Voilà, donc écoutez, sans plus attendre, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat
et je vais passer la main à Mathieu pour qu'il nous présente le partenariat Made in Europe. Alors Mathieu, juste tu es en mute. Donc, c'est bon, normalement vous m'entendez. Bonjour à tous, merci Véronique pour cette introduction. J'essaye de partager mon écran en mode diapo. Normalement c'est bon, vous voyez mon écran. Donc, comme tu l'as dit, Véronique, l'objectif de ma présentation, ça sera d'une part de vous présenter rapidement, même si probablement certains de vous sont déjà au courant, l'initiative French Automotive and Mobility Network, qui est l'interpôle dont fait partie ID4Car et au travers duquel ID4Car est représenté sur la scène européenne à Bruxelles. Et puis, dans un second temps, de vous présenter le partenariat public-privé européen Made in Europe, consacré à l'industrie du futur et au sujet d'innovation en la matière. Donc, rapidement, l'Interpol FMN, c'est 5 organisations, dont ID4Car et les 3 autres pôles automobiles et mobilité, ainsi que la PFA, en tant que structure nationale. Donc représentant un certain nombre d'employés sur le territoire et ayant surtout au total supporté un certain nombre de projets européens. Donc vraiment une coalition qui a vocation en premier lieu, même si on a d'autres actions et d'autres objectifs, qui a vocation en premier lieu à permettre aux pôles de compétitivité et à leurs adhérents de déposer et de gagner un maximum de projets européens. Donc, concernant rapidement nos actions à Bruxelles, l'idée c'est de mettre en œuvre un certain nombre d'actions communes entre les 5 organisations au travers de FAMN. L'idée globalement, c'est d'accroître la visibilité des pôles de compétitivité sur la scène européenne en ouvrant différents canaux d'influence, en se faisant entendre par les interlocuteurs institutionnels notamment. Donc, trois grands axes. Donc, le premier axe, c'est être présent dans les réseaux européens, et notamment les partenariats publics-privés, et ce sera l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. Au niveau des FMN, on est présent dans 4 partenariats publics-privés européens, dont Made in Europe. Et les 3 autres, c'est pour le second, organiser des tables rondes thématiques sur des sujets qui sont structurants et importants pour la filière. Le troisième point, c'est la création d'un réseau FAMN, donc comprenant l'ensemble des acteurs présents à Bruxelles, français, et impliqués sur les sujets qui nous intéressent. Et le quatrième point, c'est la communication, qui est toujours importante lorsqu'on veut être visible sur une scène politique. Donc, ça me permet de passer directement à la présentation sur le partenariat Made in Europe. Donc, juste rapidement, je vous résume ce qu'est un partenariat public-privé européen. Donc, l'objectif d'un partenariat public-privé européen, c'est de réunir les parties prenantes publiques et privées, ainsi que les États membres et la Commission européenne, autour d'un sujet sur lequel il s'agira d'élaborer un agenda stratégique sur 6 ans. Et concrètement, ça se traduit par l'écriture commune des appels à projets. Donc, typiquement, Made in Europe, l'objectif, c'est d'écrire d'une part les appels à projets sur l'industrie dans Horizon Europe, et puis plus largement de définir ce que sera l'agenda stratégique européen en matière d'industrie du futur. Donc, Made in Europe, c'est une structure en 4 grands objectifs. Le premier étant d'assurer le leadership européen et l'excellence de la fabrication. Le second, de réaliser des produits issus de l'économie circulaire et climatiquement neutres. Le troisième, de maîtriser la transformation numérique de l'industrie manufacturière. Et le dernier, de créer des emplois manufacturiers à valeur ajoutée attrayants.
Donc, en résumé, trois grands aspects. L'aspect climatique, évidemment, avec l'économie circulaire et l'importance d'avoir des industries qui tendent vers la neutralité climatique. Le deuxième, la digitalisation. Donc, on en revient aux deux grands objectifs de l'UE qui touchent toute l'économie, c'est-à-dire tendre vers la neutralité climatique et être de plus en plus connecté. Et le troisième, les compétences et l'enjeu de l'emploi. Concrètement, donc, se décline de ces 4 objectifs généraux 20 objectifs opérationnels qu'on appelle aussi objectifs RII, couvrant des thématiques assez diverses. Donc, on retrouvera l'IA, les big data, la photonique, la sécurité, la 5G notamment. C'est une liste non exhaustive. Et la structure pilote de ce partenariat, c'est l'EFRA, qui est une association dédiée à la recherche sur l'industrie du futur et qui existe au niveau européen depuis pas mal de temps. Donc, sur la structure du partenariat, donc, comme je l'ai expliqué juste avant, c'est un partenariat public-privé, donc avec d'une part l'UE représentée par la Commission européenne et par ses États membres, et d'autre part l'EFRA, donc, qui est l'association dont on est membre. Donc, on dit que FAMN est membre du partenariat Made in Europe. Concrètement, il est membre de ce partenariat en étant adhérent de l'association EFRA. Et donc, Made in Europe, qui est un partenariat qui est mis en œuvre depuis 2021, qui sera mis en œuvre jusqu'en 2027, et qui est la suite de FOF, Factory of the Future, qui était mise en œuvre entre 2010 et 2020. Donc concrètement, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les bénéfices pour les membres de l'EFRA, pour les participants à Made in Europe, pour nous, FAMN, et plus largement pour vous, adhérents d'ID4CAR, qui est une composante de FAMN. Donc le premier point important, je dirais que et on le ressent déjà aujourd'hui, c'est d'avoir et de pouvoir capter au sein de ces enceintes de travail l'information très en amont, l'information sur les calls qui sont étiquetés Made in Europe dans le Work Programme. Donc, on a pu avoir l'information en amont sur les drafts, en amont sur les calls 2021-2022. Donc, je les ai listés à l'écran. Je ne redétaille pas ça, mais voilà, ça a permis d'avoir cette information. Ça permet aussi de porter des positions et des visions via un portail en ligne qui est ouvert et qui est dédié au partenariat Made in Europe. Donc, j'ai mis le lien sur la slide. Le but de ce partenariat, de ce portail en ligne, c'est de permettre aux membres du partenariat de faire part de leurs intérêts, de leurs visions, et donc de pousser leurs priorités dans les calls à venir et dans les orientations à venir pour le partenariat. Le partenariat, il sera aussi composé de 4 working groups thématiques, donc qui reprennent globalement les 4 gros objectifs, des working groups qui n'ont pas été encore lancés. Et au travers de ces working groups, de ce portail, c'est aussi, je dirais, un grand espace de networking et de matchmaking pour nous et par extension pour vous, adhérents d'ID4CAR. En participant à différents événements qui ont été organisés par le partenariat, notamment un Next Steps Event en octobre, un Stakeholders Meeting récemment. On peut se mettre en relation avec les membres du partenariat, et puis ces membres, en réalité, concrètement, ce seront les acteurs qui gagneront les projets étiquetés Made in Europe dans Horizon Europe. Donc, c'est les acteurs avec lesquels s'associer dans les consortia. Donc, concrètement, notre contribution au niveau des FAMN au sein de ce partenariat à ce stade, c'est d'avoir répondu à une consultation qui a été ouverte. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif de ce partenariat, c'est d'élaborer les appels à projets pour le Work Programme à venir, donc 2023-2024. C'est ce sur quoi on a travaillé fin 2022.
Donc, pour cela, le partenariat Made in Europe a ouvert une consultation en ligne avec la possibilité de classer par ordre de priorité les objectifs, les 4 grands objectifs et les objectifs opérationnels, donc, qui sont au nombre de 20. Possibilité de les commenter, d'en ajouter et de vraiment prioriser les choses en fonction de notre position. Et donc, je vous ai mis à l'écran la position qu'on a portée au niveau des FAMN via l'EFRA Innovation Portal. Donc, cette position qui a été élaborée en collaboration étroite avec ID4CAR, puisque sur notre fonctionnement interne au niveau FAMN, donc je l'ai dit en préambule, on est présent dans 4 partenariats, et pour ces 4 partenariats, on a des experts dédiés en soutien. Donc, l'expert dédié qui a été nommé en soutien technique pour le partenariat Made in Europe, c'est un adhérent d'ID4CAR, c'est Fouad El Kaldi de ESI Group. Donc, en collaboration notamment avec lui, on a élaboré une position qu'on a portée. Vous en avez les principaux points à l'écran, notamment l'importance de clarifier les objectifs et de les séquencer dans le temps, en priorisant le sujet compétences notamment, en laissant les stratégiques objectifs 2 et 3 pour le plus long terme, en appuyant également la notion d'agilité, en s'intéressant aussi au sujet sur les structures multimatériaux et l'automatisation des procédés. Et concrètement, sur les prochaines étapes, la prochaine grosse étape, ça serait la finalisation de l'élaboration des topics 2023-2024. Donc, il y a un travail qui a déjà été bien entamé à l'automne, fin 2021, et qui va se finaliser dans les semaines, dans les mois à venir. Donc, on aura la possibilité d'affiner nos positions à ce moment-là. Également, le lancement des working groups thématiques que j'ai évoqué tout à l'heure, et également un sujet important qui est une vraie initiative de notre part au niveau des FAMN, c'est la rédaction d'un livre blanc qui sera dédié à l'industrie du futur et qui résumera nos positions en la matière. Et à ce moment-là, donc, on vous sollicitera éventuellement, on sollicitera vos contributions pour avoir un maximum de feedback technique au moment de la rédaction de ce livre blanc. Donc, on est tout pour ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je suis évidemment à votre disposition. Vous avez mes coordonnées à l'écran si vous avez besoin de plus d'informations, si vous êtes intéressé pour avoir plus de documentation, notamment sur le sujet Made in Europe. Et vous avez aussi à l'écran les réseaux sociaux sur lesquels FAMN est présent, que je vous invite à suivre et sur lesquels on partage pas mal d'informations ressortant de notre travail de veille. Et Véronique, je te redonne la main. Merci beaucoup, Mathieu. Mais écoute, je pense que c'était très clair. Il n'y a pas de questions pour le moment. N'hésitez pas à reposer des questions pour Mathieu plus tard. Si des questions vous reviennent, on pourra les reposer ultérieurement. Je pense qu'effectivement, c'était important. On a souhaité que Mathieu intervienne et c'était important pour vous réexpliquer quelle était la position du pôle par rapport aux différentes institutions en Europe et quelles sont les actions menées par le pôle via l'Interpol et via Mathieu pour positionner les intérêts de nos membres. Là, en complément, on va avoir la présentation par Mathilde, qui est donc point de contact national sur la partie industrie des différents calls. Donc, je le rappelle, on lui a demandé de présenter uniquement les calls qu'on a présélectionnés et qui sont, à notre sens, les calls qui peuvent être d'intérêt pour vous. Donc, Mathilde, je te laisse la main. C'est bon. Vous voyez mon écran? Je sais pas encore. Voilà. Pas encore. Ça doit être le cas là, non? Toujours pas. Pas pour ma part. Peut-être recommencer peut-être la manip.
Là, c'est bon, super, on voit. Ok, super. Je vais passer en partage. Ok. Alors, bonjour à tous. Merci à Véronique de l'invitation à participer à ce webinaire. Donc, en effet, moi, je suis point de contact pour la partie industrie des appels Horizon Europe. Je fais ce travail avec 3 autres personnes dans une équipe, en fait, qui est sous la houlette du ministère de la Recherche et qui est coordonnée en particulier par Hélène Hulmer-Tufigo. Et donc, on a la chance que Hélène soit aussi la représentante au comité de programme, c'est-à-dire que c'est la personne qui pousse les positions françaises auprès de la Commission pour les faire passer dans les appels à propositions. Donc, le PCN est là, comme aujourd'hui, bien pour vous informer sur les opportunités de participation, mais aussi pour vous aider à éclaircir peut-être certains points qui mériteraient d'être un petit peu approfondis, notamment parce qu'on est en contact avec les project officers qui gèrent les sujets au moment de leur écriture et puis après pour la mise en œuvre des projets. Et puis également, nous pouvons vous apporter des conseils en ingénierie de projet européen. Mais je pense que vous êtes bien équipés sur ID4CAR avec les permanents. Donc, on vous a mis ici les contacts pour le PCN Industrie, en sachant qu'on travaille de concert voilà, pour vous accompagner avec Véronique et Isabelle, que c'est peut-être elles vos interlocutrices premières sur ces sujets. Alors, pour le programme Horizon Europe, donc vous devez déjà bien connaître. Simplement rappel, on est dans la poursuite des programmes cadres de la Commission européenne pour le financement de la recherche en Europe. Donc là, on repart sur notre programmation de 7 ans 2021-2027 et c'est le plus gros programme mondial de financement de la recherche puisqu'on est sur près de 100 milliards d'euros. L'architecture d'Horizon Europe que vous devez sans doute déjà connaître. Alors, simplement, je vous ai indiqué les montants par partie pour vous donner une idée un peu de la façon dont sont dotés les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, on a un grand pilier qui est plus sur la science fondamentale, tout à droite, le pilier 1. Un troisième pilier qui, lui, est très près du marché Europe innovante et celui qui nous concerne, celui du milieu, donc les problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne. C'est dans celui-ci qu'on va retrouver des appels qui sont thématiques, donc qui sont prescriptifs avec des sujets très détaillés, et des appels qui sont collaboratifs. Donc, on a plusieurs catégories, plusieurs sous-programmes dans cette deuxième partie, dont le programme numérique, industrie et espace, qui donc est doté de près d'un tiers du budget de ce deuxième pilier. Donc, c'est des financements qui sont conséquents. Et donc, pour chacune de ces boîtes, santé, culture, créativité, etc., on a en fait une centaine d'appels à propositions par an. Et parmi ceux-là, eh bien, il y a ceux qui ont été sélectionnés aujourd'hui, des opportunités, notamment donc, sur vos problématiques matériaux. Alors, avant d'aller dans les appels eux-mêmes, un rappel sur les orientations de ces appels à propositions. Donc, ils ne sortent pas ex nihilo, puisqu'ils sont influencés par les grandes politiques publiques et les grandes orientations de la Commission européenne. Et pour donc, notre cluster 4, numérique, industrie, espace, on a le Green Deal européen, on a la stratégie de transformation digitale et puis la stratégie industrielle pour l'Europe. Et globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a 2 éléments clés sur les 2 ans 2021-2022 qui sont vraiment la transition verte et la transition numérique. Donc, on va retrouver ces aspects dans quasiment chaque appel à proposition et il va falloir porter une grande attention à vraiment répondre à ces grands enjeux globaux qu'on retrouvera dans la partie impact. Donc, concrètement, on va avoir dans chaque appel à proposition, on va vous demander de développer une technologie au service d'une solution et cette solution va venir satisfaire ces enjeux de développement durable et d'avancée de l'économie européenne. Donc, notre cluster 4, il est divisé en 6 grandes parties qu'on appelle destinations.
Et pour le PCN Industrie, on suit naturellement les 2 premières qui sont plus orientées donc, sur l'industrie. Mais il y en a quand même 2 autres qui vont venir nous intéresser. La destination 4 qui va être sur le développement de technologies digitales à vocation à être utilisée par l'industrie, et le 6e qui est également sur ces sujets, mais avec une approche vraiment centrée sur l'humain, et notamment l'humain dans la production. Donc, ces sujets entourés en vert sont suivis par le PCN numérique, mais bien sûr, vous pouvez nous contacter et nous, on fait le lien. Il n'y a pas de souci, quelles que soient vos thématiques ou les appels que vous identifiez. Alors, vous avez aussi les dates sur cette slide. Donc, on a eu une première vague d'appels qui s'est clôturée à l'automne dernier. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a déjà les résultats de ces premiers appels à propositions. On connaît que les taux de succès en général, donc c'est intéressant de voir qu'ils sont, au moins pour cette première vague d'appels, plus élevés que ce qu'on retrouvait dans Horizon 2020. Et puis aussi, on voit une grande disparité des taux de succès par ligne d'appel. Donc vraiment, pour chaque sujet, on peut avoir une participation plus ou moins forte qui entraîne du coup des taux de succès correspondants. Donc, si vous souhaitez vous engager sur une thématique, il peut être intéressant de voir en amont quelle a été la participation, le niveau de concurrence sur ce sujet. Et donc, nos prochaines clôtures en fait, sont très rapprochées puisqu'on a pour la partie destination 1 et 2 une deadline au 30 mars et dans la foulée, une deadline au 5 avril pour les destinations plus marquées digitales. Alors, je vais maintenant rentrer encore dans le niveau d'architecture inférieur de ce programme, puisqu'on va arriver dans la structuration de chacune de ces destinations. Vous avez en vert la partie de laquelle sont issus les appels qui ont été sélectionnés pour aujourd'hui. Mais globalement, ce qu'on va retrouver dans la destination 1 qui s'intitule Climate Neutral, Circular and Digitized Production, c'est tout d'abord des sections qui vont être destinées à la fabrication elle-même, dont une qui nous intéresse. Ensuite, on va avoir des sujets vraiment focalisés sur les industries de la transformation, avec l'intégration des énergies renouvelables et puis également la circularité des ressources dans ces industries. On a sur notre 5e partie la circularité entre tous les types d'industries et sur des sites où cette circularité est déjà organisée. Et enfin, on a également plusieurs appels qui visent spécifiquement l'industrie de la construction. Donc nous, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans la partie fabrication verte, flexible et avancée, c'est là que la Commission met les appels qui vont porter sur l'IA, la robotique et fabrication intelligente. On va retrouver également des aspects zéro défaut, zéro déchet, les technologies laser, les technologies de fabrication pour les matériaux biosourcés, la fabrication modulaire, la personnalisation de masse et puis également des sujets produits aux surfaces fonctionnelles. Donc, on va maintenant rentrer vraiment sur ces appels qui ont été sélectionnés. Donc, on en a une première série de 5. Notre premier sujet va demander d'améliorer la flexibilité des process de production, notamment en termes de temps de reconfiguration. On va devoir faire face aux événements menaçants ou aux situations de crise. Donc, on est vraiment dans l'actualité, notamment rupture de chaîne d'approvisionnement, changement soudain dans les commandes ou les fournitures. On va se centrer sur des lignes qui fonctionnent à des taux de production moyens ou élevés. Il va falloir inclure l'ensemble des étapes de production, tenir compte de la logistique complexe et comprendre des protocoles pour les bonnes pratiques de reconfiguration. Donc, sur cet appel, on est sur des niveaux de TRL de 5 à 7, un peu aval par rapport à la typologie d'appel dans ces destinations industrie. On est donc sur une action, vous voyez sur l'avant-dernière colonne, qui s'appelle IA, Innovation Action, qui correspond à ces niveaux de TRL, avec un budget de 8 à 10 millions d'euros maximum pour répondre.
Ensuite, on va avoir 3 projets qui vont être un petit peu plus amont, puisqu'on est sur des niveaux de TRL de 4 à 6, avec pour l'ensemble de ces projets un budget de 4 à 6 millions d'euros. Donc, sur le numéro 2, ici, on va viser à réduire l'impact environnemental des méthodologies de traitement de surface, tout en améliorant leur efficacité et aussi beaucoup leur flexibilité, l'idée étant de répondre aux défis de la personnalisation. Donc, en particulier, on va demander d'adresser le développement de nouveaux traitements de surface, la co-conception de la géométrie du produit et des propriétés de surface, la miniaturisation, et puis on va également vous demander de regarder l'utilisation de métriques claires pendant la fabrication. On a ensuite notre sujet numéro 3, Excellence in Distributed Control and Modular Manufacturing, qui va porter sur le développement de nouveaux modules de production. Ces nouveaux modules de production qui ne sont pas facilement disponibles sur le marché et qui vont au-delà de l'état de l'art actuel, avec un alignement des besoins clients-travailleurs. Donc, il va s'agir de créer des interfaces basées sur des protocoles open source pour une intégration facile de modules dans les lignes existantes. On va également créer des stratégies industrielles sur la façon d'utiliser la modularité et des modèles de services associés. On va développer des modèles commerciaux pour démontrer la transférabilité des technologies modulaires entre différents secteurs manufacturiers. Et enfin, sur cet appel, on va également soutenir la formation et le transfert de connaissances aux parties concernées de la main-d'œuvre. En général, dans ces appels Horizon Europe, on retrouve une composante SHS dans de nombreux appels et l'humain est vraiment important dans l'approche. On a un quatrième, donc notre Twin Transition 1.4, qui, lui, va porter sur le développement de lignes de production flexibles, agiles, résilientes et reconfigurables, qui vont intégrer des systèmes de contrôle pour gérer intelligemment les produits complexes et personnalisés. Donc, par produits complexes et personnalisés, ici, on adresse la forme, la taille, la fonctionnalité ou les matériaux. Dans ce projet, on va vous demander des activités également interdisciplinaires et qui incluent justement les SHS. Enfin, le dernier topic sur cette slide est un sujet donc à nouveau un peu plus aval, un TRL 5 à 7. On est sur un budget maximum de 8 millions d'euros. Ici, on arrive en soutien aux PME qui souhaitent intégrer des changements liés à la transformation numérique et à la baisse de l'impact environnemental dans leur production. Donc, il y a une partie du budget qui va servir à mettre en place ces systèmes et l'autre partie qui va servir à lancer de plus petits appels à propositions qui viendront donc plutôt au deuxième semestre 2023. On va viser en particulier les technos qui améliorent la durabilité avec réduction des déchets, réduction de l'énergie et de l'empreinte carbone, mais aussi des technos pour améliorer l'agilité, la résilience et l'attractivité du manufacturing. On vise 3 secteurs principaux, IA, appliqué au manufacturing, cybersécurité et IoT, et puis robotique collaborative. Donc, voilà pour la partie qui concerne donc, la fabrication verte, flexible et avancée. Et donc, on va aller sur notre deuxième section, qui est issue de la destination 2 du programme numérique Industrie Espace. Cette destination qui est donc intitulée Digitized, Resource Efficient and Resilient Industry. Alors, pour vous dire ce qu'on va retrouver dans cette destination 2, on a 2 parties d'abord qui adressent les matières premières pour vraiment sécuriser l'approvisionnement de l'Europe sur ces matières premières, que ce soit sécurisé à l'extérieur sur les sites de production, mais aussi par le recyclage et donc la production de matières premières secondaires. Ensuite, on va avoir 3 sections qui vont adresser les matériaux.
Donc la section qui nous intéresse, mais aussi une section sur les matériaux pour l'énergie, la dépollution et la santé, et puis une section sur des actions transversales, notamment caractérisation, modélisation, mais aussi ontologie ou base de données de matériaux. Et enfin, une dernière section qui adresse à nouveau le soutien aux PME. Et donc, en ce qui nous concerne, les prochains appels qui vont être présentés sont issus donc, de la section matériaux verts et durables, dans laquelle on va retrouver la conception durable appliquée aux matériaux, les revêtements et traitements de surface, les matériaux issus du recyclage des plastiques, les composants et structures multimatériaux, des matériaux pour des composants et systèmes nanoélectroniques avancés. Donc, allons voir concrètement les appels qui ont été sélectionnés. Donc, on en a 4. On a 3 actions plutôt amont, donc Research and Innovation Action, où on démarre sur 3 sur l'échelle de TRL pour arriver à 5 ou à 6 pour le deuxième. Donc, c'est nos 3 premiers appels. Globalement, on est sur des budgets moyens pour du Horizon Europe, en allant de 3 jusqu'à 6 millions d'euros. Donc, on a nos 2 premiers sujets qui vont porter sur des matériaux pour la fabrication. Et pour chaque typologie de matériaux visés, on va demander de diminuer l'impact environnemental en travaillant sur la conception des matériaux eux-mêmes et également sur les techniques de fabrication qui y sont associées. Donc, notre premier sujet, pour les matériaux légers avancés pour les structures éco-énergétiques, on parle ici de composite. Donc, il faut qu'il soit léger. Donc, par léger, on entend une réduction du poids de 30%. Il faut qu'il soit durable. Ici, on entend au moins 50% de matériaux durables et biosourcés. Et puis, il faut qu'il soit de haute performance. Le deuxième sujet, qui va porter sur les composants et structures multimatériaux fonctionnels, il s'agit ici d'améliorer le design et la fabrication de structures légères requérant l'utilisation de plusieurs matériaux. Donc, notamment pour les applications dans les industries de la fabrication additive, mais aussi pour d'autres secteurs industriels. Et il s'agit de fournir, entre autres, des solutions d'assemblage sur mesure. On a ensuite un sujet qui va porter sur la modélisation et la caractérisation avec des méthodes pour améliorer donc, la conception et les étapes de développement de matériaux et de produits avancés. Dans cet appel, on va vous demander de vous concentrer sur des cas utilisateurs liés aux applications à faible émission de carbone et à l'industrie durable. On va également vous demander de coordonner les efforts pour avoir de la documentation des données, des procédures d'échange et les ontologies qui peuvent aider à la traçabilité, à l'intégrité et à l'interopérabilité des données. On va également adresser la combinaison de théorie et de computational screening, donc notamment avec l'intelligence artificielle et le machine learning. Et dans ce sujet également, il y aura une attention qui sera portée à la participation des organismes de normalisation. Le dernier sujet de cette slide est donc un programme Innovation Action où on doit terminer sur un niveau TRL de 6 et qui donc vise l'optimisation des systèmes industriels et des lignes de production à travers la digitalisation. Alors ici, on va avoir des outils numériques robustes qui intègrent la simulation et la modélisation des matériaux et le développement de procédés matériaux pour l'industrie. Concrètement, on va demander d'améliorer l'espace de conception par l'expérimentation, donc de réduire les essais physiques. On va demander d'améliorer l'efficacité du processus de fabrication et la qualité des produits. On va demander d'améliorer la prise de décision. Et tout cela en diminuant les coûts d'exploitation. Alors, en plus de ça, on va aussi regarder à diminuer l'empreinte écologique, et notamment par la réduction des déchets et des émissions pendant la production. Associé à ces éléments précédents, on va également vous demander d'avoir une analyse de cycle de vie. Et alors,
une dernière diapo en ce qui me concerne pour vous dire qu'on développe dans le cadre du PCN le soutien à la diffusion d'offres de compétences. Donc, vous pouvez remplir une fiche qu'on appelle Partner Search ou Partner Offer, qu'on va diffuser, nous, sur nos outils à l'échelle nationale, mais aussi à nos collègues PCN européens pour qu'ils puissent la diffuser auprès de leurs propres acteurs à leur échelle nationale. Voilà, donc j'en ai terminé de cette présentation des appels. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, merci Mathilde. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Alors, il y a énormément d'informations qui ont été transmises, mais c'est un peu le jeu dans la description des différents calls. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous recontacter et on recontactera Mathilde si besoin de plus d'éclaircissements. Après, il faut bien avoir en tête, alors il y a différents acteurs qui sont autour de ce webinaire, il y a des PME, des groupes ou des labos. En fonction de votre typologie, il peut y avoir un intérêt différent à se joindre au projet, soit en tant que labo de recherche, ou soit ça peut être aussi, par exemple, en tant que PME ou en tant qu'industriel, un certain nombre de ces calls cherchent des use cases, donc des cas d'études réels. Donc, typiquement, ça peut être aussi une opportunité pour voilà, être en relation avec des organismes de recherche un peu partout en Europe sur des sujets qui vous intéressent en termes de manufacturing. Alors, on a une question, je ne sais pas si tu l'as vue, Mathilde, donc oui. peut-on vous contacter? Oui, vous pouvez nous contacter, n'hésitez pas. Donc, que ce soit Mathilde ou nous, surtout, voilà, on est, voilà, c'est vraiment notre objectif premier, c'est d'être à disposition pour vous tous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. Alors, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Donc, l'idée après, c'est merci beaucoup Mathilde pour cette présentation. L'idée à présent, c'est d'illustrer ce que peut être un projet européen par le biais de la présentation du projet Indigo par Morgane et Claire. Donc, mesdames, je vous proposais d'ouvrir vos micros et de partager votre présentation. Bonjour à tous. Est-ce que... Alors, on voit la présentation, il suffit de la mettre en plein écran et on sera parti. Donc voilà, merci déjà pour l'invitation et on est content de pouvoir présenter justement notre projet Indigo. Donc Compositique, c'est la structure de rattachement auquel on est rattaché. Donc c'est un plateau technique qui est rattaché à l'université de Lorient, donc Bretagne Sud, et qui est spécialisé dans la mise en œuvre de matériaux plastiques et composites innovants. Donc pour multi-secteurs d'activité, on est moins spécialisé sur une thématique automobile, par exemple, mais on fait aussi d'autres thématiques comme le nautisme, l'aéronautique, etc. Et donc, le projet Indigo, c'est vraiment pour Compositique la première participation en tant que chef de file, donc en tant que porteur du projet, à un projet de cette envergure, donc de projet européen de coopération transfrontalière. Donc, au niveau de la présentation, on va rappeler brièvement on va faire la présentation du projet Indigo, donc pour vous présenter un petit peu les objectifs et puis les différents partenaires. Et puis ensuite, ma collègue Claire reviendra justement plus spécifiquement sur ce que c'est un projet européen et puis quels sont les avantages et puis elle mettra également en avant les facteurs de réussite qui font que notre projet, en tout cas, a bien marché. Alors, concernant le montage de projet, donc déjà, avant de revenir sur Indigo, le montage de projet, c'est assez long pour ce type de financement. On reviendra là-dessus par la suite. Ça a duré à peu près 10 mois. Donc, en fait, c'est le financeur Interreg, qui est un financeur de projet européen, qui a lancé un laboratoire de projet. Donc, ils ont réuni plusieurs partenaires à un endroit pour essayer de mettre au point des idées communes. Et donc, ça s'est fait sur une journée. Et à la suite de ça, on a
voilà, ensuite, à la suite de ça, il y a eu 3 mois pour préciser cette idée de projet et pour rechercher des partenaires qui pouvaient manquer en fonction des compétences. En janvier, on a dû déposer une première, donc ça s'appelle une logique d'intervention. En fait, c'est un premier dossier qui fait qu'il doit faire une dizaine de pages et ça permet déjà de dégrossir un petit peu le terrain, entre guillemets. Et puis surtout, le financeur va nous dire qu'est-ce qui manque comme compétence dans notre projet, qu'est-ce qui manque comme objectif. Et puis, en fait, il va nous guider. Est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin ou alors est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter et proposer un nouveau projet? Donc voilà, il y a cette première partie qui est déposée. Ensuite, une fois qu'on a la réponse, donc avec les partenaires justement, on s'était déjà réunis avant que le projet soit validé pour préparer le formulaire de candidature qui est assez lourd sur ces projets de type Interreg. Donc on s'était déplacé une fois à Paris, une fois à Londres pour que tous les partenaires se rencontrent et échangent sur les différents sujets. Et puis aussi pour maintenir une dynamique entre les différents partenaires, on avait organisé des visioconférences une fois par semaine, donc c'était une demi-heure, 1 heure maximum. Mais c'était vraiment pour qu'on soit sûr que chaque partenaire fasse bien ses différentes tâches, parce qu'il y a vraiment une grosse partie de rédaction pour ce type de projet. Ensuite, en juin, on a déposé donc, le formulaire de candidature, donc c'est un fichier qui est assez gros, hein. Il doit faire de mémoire plus de 80 pages, donc voilà, c'est quand même un travail assez conséquent. Et puis, par contre, l'avantage de ce type de projet, c'est que c'est rapide. En septembre, on a eu le résultat qui était positif et qui officialisait le début du lancement du projet Indigo. Donc voilà un petit peu pour le planning qui s'est passé lors du montage. Ensuite, si on revient sur les données clés de ce projet, donc, comme on disait, c'est le financeur, c'est le programme Interreg France-Manche-Angleterre. Donc, les programmes Interreg, il y en a plein d'autres, sans doute que vous connaissez. Voilà, en fonction de où vous vous situez dans votre pays, vous pouvez être attaché à d'autres programmes Interreg. En fait, c'est vraiment la localité de l'entreprise qui va définir dans lequel vous pouvez avoir le droit. Ensuite, au niveau du budget total, donc on est sur 4,2 millions. Et ces projets-là ont l'avantage d'être financés à 69%. Donc, que ce soit un partenaire public ou privé, donc c'est quand même un taux de financement qui est assez intéressant pour des entreprises. Et donc, au final, nous, on est remboursé à hauteur de 2,9 millions, donc sur les 4,2 millions au total. Donc, c'est plutôt intéressant. La durée du projet, donc c'est 45 mois. C'est aussi des longs projets, mais bon, ça passe vite, et qui réunit 10 partenaires. Donc, sur la slide suivante, on vous présente justement les différents partenaires. Donc, il y a 6 partenaires français, 4 partenaires anglais. Donc, ça fait partie des obligations du financeur d'avoir des partenaires répartis tout au long de la zone du programme. Donc là, on voit bien que sur les régions qui étaient autorisées à être de ce programme-là, voilà, on a essayé de répartir à peu près sur la zone. Et puis, il y a aussi surtout des partenaires publics, forcément, obligatoires, et puis des partenaires industriels qui répartis. Donc, il y en a 3 côté français et puis un côté anglais. Voilà. Donc, ensuite, au niveau des objectifs et des résultats attendus, donc, comme je vous disais, on avait répondu à un appel à projet spécifique. Donc, c'était de réduire la pollution des océans par le plastique. Donc, nous, avec les différents partenaires, on avait des idées, notamment sur le secteur de la pêche, parce que c'est vrai que même si le secteur de la pêche n'est pas le premier pollueur, entre guillemets, du milieu marin, ça fait partie des choses qui sont assez visuelles, comme des filets retrouvés sur des plages ou des morceaux. Donc, on voulait essayer de proposer des solutions pour réduire vraiment cette pollution liée au plastique. Donc, il y a eu, on va dire, deux actions qui ont été définies au cours de ce projet-là. Donc, plutôt, dans un premier temps, des actions préventives. Donc là, on a essayé d'identifier et de renforcer les filières de recyclage des filets de pêche. Donc notamment, il y a un acteur, donc il n'est pas partenaire du projet, mais on travaille avec lui, Filet Fab, qui est breton et qui développe plein de systèmes de collecte et propose du nouveau matériel recyclé, justement, à partir de filets de pêche. Donc nous, le but, c'était d'essayer d'augmenter ce recyclage des filets, donc tout en se disant que plus on va recycler de filets de pêche, et moins potentiellement on en perdra en mer.
Et également de proposer une nouvelle carte des points de collecte, parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas savoir quel port met en place un système de collecte ou non. Et puis, à la fin de ces 3 ans de recherche, un guide des bonnes pratiques, justement, pour toutes les infrastructures qui souhaitent mettre en place des systèmes de collecte de ces filets de pêche. Voilà, un guide pour essayer de les aider, les personnes à contacter, qu'on soit en France ou en Angleterre, voilà. Vraiment avec des contacts pertinents, on va dire. Ensuite, il y avait une deuxième action préventive. Donc, c'était le développement d'une application mobile et d'un site web qui s'appelle Fish and Click. Donc ça, le but, c'était d'identifier et de géolocaliser les engins de pêche qui sont déjà perdus. Donc c'est à destination vraiment du grand public, de tous les promeneurs, tous les usagers de la mer, entre guillemets. Dès que vous vous promenez sur la plage, vous trouvez un engin de pêche, un fragment de filet, etc. Vous prenez une photo et vous le mettez sur l'application. Et nous, en fait, à la suite de ça, ça nous aide aussi déjà à identifier quel type d'engin de pêche est le plus souvent perdu pour justement proposer un engin de pêche qui soit le plus pertinent à partir de matériaux biodégradables. Donc, c'était vraiment ça l'objectif de cette application. Et des actions, la deuxième partie de ce projet, donc des actions plus curatives, où on avait pour objectif de développer des filets biodégradables innovants donc pour 2 secteurs, la pêche et l'aquaculture. Donc voilà, donc la stratégie, c'est la suivante. On est parti des matières plastiques, donc c'est vraiment de la formulation plastique. Ça s'appelle, on fait de la cuisine. On mélange plusieurs granulés entre eux pour optimiser les propriétés des plastiques. Et puis, on avait besoin d'avoir 2 durées de vie différentes. Donc pour le secteur de la pêche, donc un monofilament qui a une durée de vie de 2 à 3 ans. Pour fabriquer un filet, donc il y a vraiment semi-produit monofilament, pour ensuite fabriquer le filet fin pour la pêche à la sole, par exemple. Et le deuxième produit, donc c'était un multifilament, mais par contre avec une durée de vie plutôt courte. Donc là, on est sur une durée de vie de 6 mois. Donc au bout de 6 mois, il faut que le multifilament se soit biodégradé dans le milieu marin pour faire des filets de catinage. Donc c'est les filets que l'on met sur les pieux pour la culture des moules. Donc voilà un peu les différents produits qui ont été développés à partir. Alors, je ne vois plus Morgane bouger. Je ne sais pas si c'est que moi. Non, il y a bien un souci de connexion pour Morgane, a priori. Alors, en attendant que ça revienne, l'exemple du projet qui est présenté là et pas directement dans la filière automobile. Ah, je vois Claire revenir. Alors, juste pour finir mon propos, là, ce qui est intéressant, par exemple, dans ce projet, c'est que donc l'équipe Indigo a travaillé sur des filets de pêche. Bonjour, il faut que je repartage la présentation, je pense que c'est la même, mais il faut que je la... D'accord. Donc, du coup, sur les filets de pêche biodégradables, on pourrait imaginer d'autres applications, notamment en discutant entre nous, on se disait que ça pourrait très bien servir sur de la rubalise, sur des filets. Enfin, voilà, ça peut aussi être source d'idées pour d'autres projets. Eh bien, super, on voit votre écran clair. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Oui, c'est bon. Vous pouvez y aller, Claire. Ok, merci. Donc, alors, je vais présenter un peu notre retour d'expérience sur le projet Indigo, sachant que on n'a pas encore terminé, puisqu'on termine en juin 2023. Et donc, on a commencé il y a 2 ans. On a réellement commencé début 2020. Donc pour nous, comme disait Morgane, c'est première participation en tant que chef de file à un projet européen, et donc un projet européen qui rassemble 10 partenaires. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a un réel avantage en termes de partage et d'échange de connaissances. Donc les partenaires peuvent bénéficier des connaissances ou des infrastructures, des équipements d'autres partenaires qui sont complémentaires
à ce qu'ils ont. Donc là, par exemple, dans le projet, on a l'équivalent de l'Ifremer qui est le Cefas en Angleterre et qui a la possibilité d'avoir des bouées en mer où on peut faire du vieillissement des matériaux vraiment en situation. On peut aussi bénéficier par exemple d'infrastructures de l'Ifremer comme d'un bassin pour pouvoir faire des tests. Donc ça c'est un réel avantage. En termes d'avantages, il y a forcément aussi un avantage en termes de notoriété. Donc, ça permet de se faire connaître, de valoriser l'image de l'organisme et la visibilité à l'international. Donc, dans le projet Indigo, il y avait principalement des partenaires qui avaient déjà participé à des projets européens, mais on a aussi une PME donc qui s'appelle Filt, qui est fabricant de filets, et pour qui c'était la première participation à un projet européen. Et donc là, c'est vraiment une petite entreprise familiale et qui nous dit déjà que voilà, le projet Indigo, c'est vrai que c'est accessoire, enfin, c'est un peu annexe par rapport à toute l'activité de l'entreprise, mais ça améliore leur image. Enfin, voilà, ils ont été contactés par Business France et ils ont eu des articles même dans la presse allemande. Donc c'est vraiment un avantage au niveau de l'image. Donc sinon, forcément, oui, c'est une expérience de la coopération, expérience de travail en commun. Donc c'est vrai que nous, on est sur un partenariat franco-anglais, donc on a une diversité culturelle qui est assez enrichissante. Et donc après, ça permet de rencontrer des partenaires, mais aussi de mieux connaître les partenaires de notre partenaire. Donc, en fait, ça crée tout un réseau. Et on voit que ça met vraiment en place une dynamique, donc nous, dans notre thématique, et une dynamique qui sera à plus long terme que juste la dynamique du projet, et que ça va permettre aux partenaires de trouver soit des nouveaux débouchés commerciaux, soit des nouvelles perspectives en termes de recherche. Donc là, c'est vrai que nous, par exemple, il nous reste encore à peu près 1 an et demi de projet et on commence à réfléchir déjà à la suite. Alors, quelques points d'attention. Donc là, nous, c'est vrai qu'on n'est pas dans un projet Horizon Europe, on est dans un projet Interreg, mais alors après, c'est vrai que c'est des règles européennes qui sont des fois assez similaires. Donc, il y a quand même une complexité des règles et une charge administrative qui est importante. Il y a la nécessité pour l'ensemble des partenaires d'avoir suffisamment de trésorerie, puisqu'on a en fait des remboursements tous les 6 mois. Donc, nous, on a des remontées de dépenses tous les 6 mois. Et voilà, on est ensuite remboursé, mais ça reste assez rapide en fait pour les processus européens. On est remboursé à 69%, sachant qu'en début de projet, on a eu des remboursements à 100% exceptionnels au vu de la crise du Covid. Voilà, un autre point d'attention, forcément, c'est de maîtriser l'anglais, mais après, on se débrouille. Nous, on a quand même recours des fois pour les réunions qui sont importantes à des interprètes pour être sûr, surtout que on a dû faire beaucoup de choses en visio plutôt que de se rencontrer. Donc, on a mis en place un recours à des interprètes pour pouvoir vraiment échanger entre partenaires français et anglais. Une autre des spécificités, donc là, au programme Interrex, il y a des exigences assez importantes en termes de communication. Donc, on doit vraiment faire connaître notre projet et beaucoup communiquer sur le projet, puis afficher les logos qui vont bien. Et sinon, un des points d'attention, donc là, qu'on remarque aussi, puisqu'on arrive en milieu de projet, c'est la temporalité d'un projet, donc qui est un projet de recherche quand même, pas uniquement, mais c'est quand même le cœur du projet, puisqu'on essaie de faire des prototypes de filets biodégradables en mer. Et ça prend du temps, il y a des allers-retours, des allées-venues, il y a un gros travail derrière, et il y a un financement qui s'arrête en juin 2023 avec quand même des obligations de résultats. Donc on voit que la temporalité n'est pas toujours évidente non plus à gérer. Là, je vais présenter quelques facteurs de réussite qui découlent de notre petite expérience Indigo.
Donc, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir chez les partenaires des personnes qui sont en charge de la partie gestion, coordination du projet. Donc là, par nous, donc on est chef de file, donc forcément, il y a une personne qui s'occupe de toute cette partie-là, donc moi. Mais les partenaires ont aussi, ça dépend, mais parfois une personne dédiée qui ne va pas faire 100% de son temps, mais qui va vraiment plus se concentrer sur le projet. C'est aussi important d'entretenir des bonnes relations avec le financeur. Donc nous, notre interlocuteur, c'est le secrétariat conjoint du programme Interreg. Et c'est vrai qu'on a mis en place des réunions régulières tous les 2 mois. Et ça permet d'identifier les éventuels problèmes ou de poser toutes nos questions en termes de gestion. Donc c'est vrai que ça permet de désamorcer certaines choses avant d'arriver aux phases de contrôle. Et en termes de pilotage, c'est aussi important de suivre assez rigoureusement le planning. Donc, c'est vrai que c'est la première fois que je comptais le nombre de livrables qu'on a dans le projet Indigo. Donc, on en a quand même 33 avec des partenaires qui sont responsables de certains livrables. Et donc, il faut avoir une bonne vision globale de l'ensemble du planning, des différentes dates de livrables et des débuts de fin d'activité, de voir comment tout ça s'imbrique et s'enchaîne. Et sinon, c'est important également de bien maîtriser tout ce qui est règles administratives, financières et toutes les exigences du programme, sachant qu'on les apprend petit à petit aussi, mais il y a des formations aussi spécifiques données par le secrétariat conjoint. Il y a plusieurs relais pour obtenir les informations. Et voilà, donc un autre facteur de réussite, donc nous, c'est de faire vivre forcément ce partenariat. Donc nous, on a quand même la chance d'avoir un partenariat qui n'est pas trop important. On a 10 partenaires parce qu'on voit que dans d'autres projets, sur le même programme Interreg, il y a des fois une vingtaine de partenaires. Donc ça rend quand même la cohésion des partenariats, du partenariat parfois un peu plus compliqué. Et nous, on a vraiment, c'est vrai, la chance d'avoir des partenaires qui sont bien impliqués et bien complémentaires. Et néanmoins, il faut quand même animer, impliquer le partenariat de façon assez constante, avoir des échanges réguliers. On a mis aussi en place des outils collaboratifs. Et on a 2 réunions de pilotage par an. Ça, c'est ce qui était prévu à la base. Et sachant qu'après, il y a des réunions par module de travail, mais on a quand même, les partenaires ont souhaité avoir des échanges vraiment tous ensemble plus réguliers. Donc, on a rajouté 2 réunions d'avancement. Donc, on a 4 grosses réunions par an pour le suivi de l'ensemble du projet. Et donc, voilà. Donc, avoir une bonne communication à la fois interne au partenariat, puis aussi au sein de chaque structure, parce que c'est bien quand l'information après redescend des personnes plus techniques impliquées dans le projet, aux personnes administratives ou aux personnes qui font la communication. Et ça, plus facteur de réussite, mais là, plus lié vraiment au cas du projet Indigo. Donc, c'est vrai que nous, on a la chance d'être sur une thématique, je crois, qui suscite bien l'intérêt du public. Donc, c'est assez motivant. Donc, c'est thématique protection de l'environnement, lutte contre la pollution plastique. Donc, on a même pas mal d'intérêt des médias. Donc, je crois que ça motive aussi l'ensemble des partenaires pour mener à bien les activités. On a un projet aussi qui implique les citoyens. Donc, comme Morgane le présentait, on a le programme de sciences participatives Fish and Click. Et on implique aussi les professionnels de la pêche et de l'aquaculture, puisque, notamment par le biais d'enquêtes qu'on a menées auprès des pêcheurs. Et après, ils seront forcément aussi impliqués dans les tests des prototypes. Et on a une équipe qui est vraiment très multidisciplinaire, parce qu'on va avoir des spécialistes des matériaux, mais on a aussi des psycho-ergonomes, on a des économistes, spécialistes des microplastiques, ingénieurs textiles, donc on a une belle complémentarité. Voilà pour le retour, petit retour d'expérience sur Indigo. Donc ça, c'est nos coordonnées. Donc si jamais vous avez des questions, donc Morgane et moi, et puis pareil, les réseaux sociaux, si jamais vous êtes intéressés pour suivre les activités du projet Indigo.
Merci beaucoup Claire, merci beaucoup Morgane. On a une question pour vous, alors je pense qu'elle est pour vous et j'y répondrai aussi dans un cadre global, qui est quelle charge pour le chef de projet d'un chef de file? Est-ce que c'est 1 heure par mois, 2 jours par semaine? Dans votre cas, ce serait quoi? Ah bah moi, c'est mon temps plein. Voilà, c'est bien ce que Ouais. je pensais. Oui, bah là, c'est vrai que on l'a remis. En fait, Morgane, elle fait vraiment plus la coordination scientifique du projet et moi, je fais toute la gestion, communication et pilotage. Voilà. Mais j'ai été embauchée pour le projet avec voilà, le financement du projet. Donc là, oui, là, c'est un temps plein. Ouais. Après, je sais que c'est pas toujours, enfin, sur les projets Interreg, c'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui suivent plusieurs projets, ou alors les compétences vont être, voilà, il va y avoir des personnes en charge de la gestion de plusieurs projets, mais après, il y aura une autre personne qui fera la communication sur plusieurs projets. Mais je crois que généralement, dans les projets Interreg, il y a quand même une personne embauchée par le chef de file. Merci. Alors, pour précision, pour tout le monde, donc les projets Interreg, c'est un autre dispositif que les projets Horizon Europe qu'on a présenté tout à l'heure. Là, effectivement, on est sur un dispositif, on va dire, sœur de Horizon Europe. Sur la petite différence avec Horizon Europe, c'est que sur Horizon Europe, alors je suis désolée, je répète beaucoup les mêmes mots, mais sur les Horizon Europe, il y a un minimum de 3 partenaires issus de 3 pays différents. De manière générale, on constate même jusqu'à 10, 15, 20, 30 partenaires. Donc, c'est une différence importante. Souvent, sur les projets Horizon Europe, mais comme Interreg, il y a un work package qui est dédié en fait, au management, à la coordination du projet. Et effectivement, être coordinateur ou chef de file, comme le sont Claire et Morgane sur un projet, ou être, entre guillemets, uniquement partenaire, change drastiquement la charge, on va dire, administrative du partenaire. Et donc, pour être complet, en règle générale, même tout le temps, les charges, on va dire, de gestion du consortium et la partie administrative rentrent dans les frais qui sont soumis à la subvention. Donc, de manière générale, effectivement, les projets européens, il y a un suivi assez fort qui est fait, que ce soit en termes de livrables, en termes de suivi de planning, en termes de suivi des dépenses, mais ce qui est corrélé avec le taux de financement qui est assez fort, hein, qui est en général de 60%, voire de 100% sur des projets qui sont très amont, donc très axés recherche. Donc, je pense que c'est important de préciser ces points-là. Je me permets aussi, il y a quelques questions qui ont été résolues en direct par Mathilde, mais pour que tout le monde en ait connaissance. Donc, quelqu'un a posé une question sur le fait qu'une participation à un call demande-t-elle nécessairement la collaboration entre un labo université et une PME, ou bien peut-on participer de façon individuelle? Alors, il y a des processus et il y a des dispositifs européens, notamment dans le cadre de l'EIC, qui sont des programmes auxquels on peut répondre de manière individuelle. Les programmes qu'on vous a présentés aujourd'hui, Horizon Europe, sont uniquement des programmes collaboratifs. Donc, il faudra forcément au minimum 3 entités, en règle générale plutôt de 8 à 15. Une autre question qui a été posée, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui ont gagné des projets en septembre? Là, Mathilde a répondu, l'analyse n'est pas tout à fait terminée, elle nous sera envoyée. Donc, si vous êtes intéressé, on pourra vous la transmettre quand on l'aura reçue. Et je pense que j'ai fait le tour des questions. Alors, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Alors, soit maintenant, soit plus tard. Donc, vous avez nos coordonnées. Alors, ce que je vous propose, alors je vais surtout proposer à Simon de lancer le petit questionnaire dont je vous ai parlé en début de webinaire pour que vous puissiez répondre à quelques questions. Donc, je vous les lis en direct, hein, ça a dû apparaître en pop-up sur votre écran. Donc, avez-vous déjà un projet en cours de montage sur le sujet, donc sur un des sujets dont on a parlé aujourd'hui? Est-ce que vous êtes intéressé pour rejoindre un consortium? Est-ce qu'il y a un des calls dont on a parlé aujourd'hui qui, comme ça, retient votre attention?
Et est-ce que vous souhaitez être contacté par ID4CAR pour explorer ces sujets? Voilà, l'objectif de ce petit questionnaire, c'est que à l'issue, on puisse tout de suite voilà, contacter les personnes qui seraient intéressées pour aller plus loin sur le sujet. En complément, je me permettrai d'envoyer aux participants du webinaire notamment la présentation qu'a faite Mathilde avec les noms des différents calls. Si vous souhaitez éventuellement avoir accès aux autres présentations, je vous laisserai me solliciter sur le sujet. Et sur l'envoi, je me permettrai de vous mettre un petit lien vers un autre projet européen qui s'appelle Assistant, qui est un projet Horizon, enfin l'ancêtre d'Horizon Europe, qui s'appelle Horizon 2020. Et ce projet, donc Assistant, on a notamment deux membres ID4CAR qui font partie de ce consortium, donc l'IMT Atlantique et Stellantis, et c'est un projet autour du jumeau numérique pour la production. Donc, je vous enverrai, il y a une petite vidéo qui explique très bien ce qu'est ce projet. Et c'est assez intéressant. Pareil, si vous voulez plus d'informations sur ce projet, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous mettre en contact avec notamment le coordinateur, qui est quelqu'un de l'IMT Atlantique, donc un membre ID4CAR. Alors, effectivement, dans le questionnaire, il manque peut-être un des calls. Donc, je suis navrée, mais je me note votre remarque pour pouvoir vous recontacter si vous le souhaitez par la suite. Donc voilà pour nous. On a fait le tour des éléments qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui. Donc surtout, n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour tout sujet qui serait né suite à ce webinaire. Alors, effectivement, on ne va pas pouvoir rajouter une case, je ne sais pas encore quel call, mais dans ce cas-là, ne répondez pas et éventuellement demandez à être contacté. Je vous rappellerai, on pourra effectivement en discuter plus en détail. Avant de clore la session, je voudrais remercier particulièrement tous les intervenants d'avoir pris le temps de nous présenter les éléments. Je voudrais remercier aussi tous les participants de votre écoute et de vos réponses au questionnaire. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter et je vous souhaite une très bonne journée. Alors, on nous indique qu'on ne peut pas soumettre sans avoir un numéro de call. Mettez à ce moment-là le premier et par défaut, je saurai qu'il faut que je n'en tienne pas compte. Voilà, je reste encore quelques instants s'il y a d'autres questions. En tout cas, bonne journée à tous.